8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Les Lions de l'Atlas au rendez-vous des quarts de finale. Hôte de cette CAN, le Maroc est venu à bout de la Tanzanie 1-0 à l'issue d'une partie que nos joueurs ont dominée sans vraiment maîtriser. Un but libérateur signé par un Diaz en grande forme devant quelques 63 000 spectateurs, tous acquis à la cause du Maroc. Une victoire au bout du suspense fêtée comme il se doit par les Marocains hier soir. À peine le coup de sifflet final retentit, les rues et boulevards du Royaume ont été investis par des milliers de supporters. Ambiance d'un journal. Taloudan, ce théâtre fréquente depuis vendredi. La route nationale reliant la ville à l'aéroport Al-Massira d'Agadir reste impraticable. Conséquence d'importantes montées des eaux de l'Oued el-Bied. Nous en ferons le point dans ce journal. Bonsoir, mission accomplie. Le Maroc s'ouvre les portes des quarts de finale en s'imposant face à la Tanzanie 1-0. Une qualification précieuse mais arrachée par la petite porte. C'est l'aveu même de Regragui qui accuse un bloc bas tanzanien cadenassé. Les Lions prolongent malgré tout leur dynamique impressionnante. 21 victoires pour seulement 2 nuls. Mauvaise nouvelle en revanche, Zdino Nahi diagnostiqué blessé et forfait pour les prochains matchs. Un coup dur apaisé par la présence d'Achraf Hakimi, le capitaine titularisé pour la première fois de la compétition. Nous l'avons vu hier aligné 90 minutes, ce qui rassure sur sa condition physique et montre surtout qu'il est prêt pour la suite de la compétition. On en fait le point tout de suite dans notre chronique spéciale CAN et c'est en compagnie de Boubkar Ben Ghabreti, son invité Mohamed Mamoun. Bonsoir messieurs. Bonsoir Myriam. Le Maroc a franchi le cap de ce premier match à élimination directe. C'était l'obstacle le plus redoutable sur la route des Lions. Il faut dire que c'est dans la douleur que les Lions de l'Atlas, bien entendu, rejoignent les quarts de finale. Après, plus, il faut le dire, 60 minutes de jeu face à une courageuse et coriace équipe donc, de Tanzanie. C'était loin d'être donc une promenade pour Achraf Hakimi et ses coéquipiers qui ont connu donc la délivrance grâce à Brahim Diaz. Une ouverture du score qui a redonné, il faut le dire, confiance aux 11 nationales, mais également aux dizaines de milliers de spectateurs donc présents au stade. Pour le sélectionneur national Walid Regragui, le plus important est la qualification donc au quart de finale. Et Walid Regragui de reconnaître que la Tanzanie a fait preuve d'une discipline tactique remarquable. Zakaria Moukrimbillah revient sur les temps forts de la rencontre. Nous suivons cela. Pour son premier match à élimination directe, Walid Regragui a aligné Achraf Hakimi d'entrée sur le côté droit, alors que Noussair Mezraoui a débuté sur la gauche. Au milieu de terrain, Bilal Khannous a pris la place d'Ounahi. Dès la 3e minute de jeu, les Lions de l'Atlas ont failli se faire surprendre. Msuva s'est trouvé au 2e poteau après une percée tanzanienne sur le côté droit. Mais la tentative de l'ancien joueur du WAC n'a pas abouti. Achraf Hakimi a semblé avoir besoin de temps pour entrer de plein pied dans la rencontre. La présence permanente de Brahim Diaz dans la surface a apporté une plus-value. Mais la précipitation a empêché le tir de Naïl Ainaoui d'atteindre les buts. Les déplacements de Brahim Diaz étaient synchronisés avec celle d'Ayoub El-Kahbi. L'entrée de Bilal Khannous a permis d'insuffler une nouvelle dynamique avec de longues passes pour Hakimi. Ici aussi, la précipitation a constitué le talon d'Achille de la sélection nationale. Point fort des Lions de l'Atlas, les lignes du milieu qui ont formé le fer de lance de l'offensive et un véritable pivot entre attaquants et défenseurs, malgré le bloc défensif compact formé par les Tanzaniens. La première mi-temps a été marquée par une prestation moyenne et par certaines confusions au niveau des lignes de défense des Lions de l'Atlas. Après la victoire convaincante contre la Zambie et le regain d'espoir dans les capacités de l'équipe nationale, le match de la Tanzanie a ravivé les interrogations. De retour des vestiaires, Brahim Diaz réussira à briser les défenses adverses en inscrivant un premier but à partir d'un angle difficile à la suite d'un effort personnel.
Ce match a été particulièrement délicat face à une sélection tanzanienne bien organisée sur le plan tactique. Nous jouons à domicile devant notre public. Nous sommes déterminés à poursuivre notre parcours dans cette compétition continentale. Difficile et laborieuse, la rencontre face à la Tanzanie a fait ressortir certaines difficultés pour l'équipe nationale qu'il faudra sans doute rattraper au cours des prochains matchs. Le plus important étant accompli en passant en quart de finale. Un match difficile, honnêtement, on n'a pas été à notre niveau aujourd'hui, surtout en première mi-temps. On a perdu 45 minutes, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de stress. On n'est pas rentré dans le match, on aurait pu se faire surprendre. Après, on a accéléré, on a eu beaucoup de situations, on tape la barre. On a des situations avec Ayoub, on ne marque pas, donc on commence à douter. Et on a marqué au meilleur de moments. Mais c'est bien, c'est un bon match pour nous faire entrer dans les matchs à élimination directe. Même si en tant que coach, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a proposé en première mi-temps. Merci au public qui nous a poussés et maintenant on va se concentrer sur les quarts de finale. En quart de finale, le 11 national affronte le Cameroun, vainqueur du duel disputé plus tard dans la soirée hier contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Rendez-vous vendredi prochain au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat à partir de 20h. Pour nous en parler ce soir, Mohamed Mamoun, rédacteur en chef du service sport à France Télévisions. Mohamed Mamoun, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons bien entendu décortiquer un petit peu cette rencontre Maroc-Tanzanie, mais avant cela, vous êtes là depuis le début de la compétition, vous avez sillonné l'Afrique et fait énormément de Coupes d'Afrique. Parlez-nous un petit peu de l'organisation par le Maroc de cette 35e édition. Écoutez, moi je connais bien le Maroc. Sincèrement, je suis vraiment choqué. Quand je dis choqué, mot positif. Oui. Cette organisation est formidable. Le Maroc a pris de l'avance. Le Maroc est aujourd'hui le leader en Afrique. Il fait pousser les autres derrière lui, les autres pays africains, pour organiser aussi bien que l'Europe ou que l'Amérique du Sud. Des stades magnifiques, des pelouses, alors là, exceptionnelles. Je n'ai jamais vu un pays africain avec des pelouses aussi belles. J'ai assisté à des rencontres avec la pluie. J'avais l'impression que tout était sec, comme s'il y avait un toit. Donc le Maroc a pris de l'avance, mais il tire derrière lui l'ensemble du continent africain. J'espère que les pays africains qui vont organiser la CAN dans les prochaines années feront mieux que le Maroc, ce qui prouve que le Maroc tire tout le monde vers le haut. Et c'est ça qui va faire avancer le continent africain. Quand je dis que le Maroc a pris de l'avance, il a pris de la vacance sur la Coupe du Monde 2030, qui va organiser avec l'Espagne et le Portugal. Il manque quoi? Il manque le grand stade qui va être construit à Ben Slimane. Le reste, ça fonctionne. Vous vous rendez compte que le Maroc, là, à la fin de la CAN, il aura organisé 52 matchs. C'est exactement la moitié des matchs de la Coupe du Monde. Avec 24 équipes, la moitié des équipes qui seront aux États-Unis, au Canada, au Mexique en 2026 et la moitié des équipes qui seront ici en 2030, en Espagne et au Portugal. Vraiment, je dis que cette Coupe du Monde 2030, il va falloir que tous les Marocains le fassent comme ils ont fait aujourd'hui, ici, en ce moment. J'ai sillonné plusieurs fan zones, notamment à Casablanca, il y en a une dizaine. C'est extraordinaire ce qui se passe, surtout bien sûr quand le Maroc joue. Mais tous les jours, les cafés, les bars, les jardins sont pleins de monde, des jeunes, des vieilles dames, même de 80 ans qui regardent les matchs. Moi, ça m'a surpris et je trouve ça formidable. Alors, le Maroc continue donc son petit bonhomme de chemin. Donc, les Lions de l'Atlas sont en quart de finale. L'objectif final, il faut le dire, bien entendu, c'est le trophée le 18 janvier prochain. Alors, comment analysez-vous le parcours des Lions de l'Atlas depuis le premier match face aux Comores? Eh bien, moi, il me fait penser alors exactement à l'équipe de France de 1998. Je sais que Walid Regragui est critiqué par certains. Moi, je leur dis, attention, il faut être derrière l'équipe. Walid, c'est le sélectionneur, il faut être derrière le staff. C'est le seul moyen de remporter. En tout cas, c'est un des bons moyens pour remporter ce trophée. Des sélectionneurs, il y en a 40 millions au Maroc. C'est à chaque fois, sur les réseaux sociaux, chacun a son idée. Mais je suis persuadé que si vous prenez les 40 millions de sélectionneurs, ils feront pratiquement la même chose que Walid Regragui. Bien sûr, on peut toujours dire, oui, mais il a pris un tel, il n'a pas pris un tel. Laissez-le faire son travail avec son staff. On fera le bilan à la fin de la Coupe d'Afrique. Le résultat est là, nous sommes en quart. Oui, bien sûr. Il y a quelques petites critiques à apporter, mais
L'essentiel, c'est d'être en quart de finale. C'est d'être en quart de finale et puis être derrière l'équipe, derrière les joueurs. Vous vous rendez compte la pression qu'ont ces joueurs-là? Pourquoi? Parce que l'équipe nationale, elle est 11e mondiale. Tous les pays africains veulent battre le Maroc. Donc ils ont une pression terrible. Le résumé que vous avez fait, il a tout résumé. Bien sûr que les joueurs, ils ont cette pression terrible, mais c'est normal parce que tout le monde veut les battre. Alors Mohamed Mamoun, la partie n'a pas été de tout repos, pour revenir donc à cette rencontre face à la Tanzanie qui était déterminée à aller d'ailleurs jusqu'au bout. Ils ont d'ailleurs démontré dès l'entame du match qu'ils voulaient peut-être prendre le dessus sur le Maroc. Oui, mais bien sûr. Avec l'occasion que l'on a la vue. Première occasion, mais c'est vrai que l'équipe de Maroc, Regragui l'a dit, elle n'a pas été très bonne lors de la première période. Achraf Hakimi, il est un petit peu sur la réserve, moi je le comprends. Il a été gravement blessé, c'est son premier, et tout le monde le surveille, y compris son club, le Paris Saint-Germain. Donc, par contre, la deuxième période, il a été superbe. Et je pense qu'au prochain match, il sera encore meilleur que lors de la deuxième période. Et puis les Tanzaniens, ils sont venus, comme on dit, ils ont mis le bus derrière, avec des contres. C'est normal, ils se disent, on a la 11e nation mondiale, il faut la battre. Et bien c'est ça, et bien ils n'ont pas réussi. Et c'est ça le foot. Et le Maroc, de toute façon, sur l'ensemble de la rencontre, il mérite largement sa victoire. Ils auraient même pu l'emporter, allez, je vais être gentil, 5, 4, 5, 1, peut-être un but, peut-être pour les Tanzaniens. Alors le Maroc joue donc le Cameroun en quart de finale. Quels sont les ajustements ou les changements que pourrait apporter Walid Regragui vendredi? Alors c'est difficile d'être à la place du coach ou du sélectionneur. Moi, hier, j'étais un petit peu surpris comme tout le monde. Achraf Hakimi à droite, c'est Nasraoui. D'habitude, même avec Manchester United, il joue à droite. C'est vrai que j'étais surpris de le voir à gauche. Mais bon, c'est une décision du coach. Il a sans doute eu raison, puisque le Maroc a gagné. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Les joueurs savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils vont le faire. Vous allez voir, ça ne sera pas du tout le même match. Le Cameroun, c'est une autre nation que la Tanzanie. Les Camerounais, je pense qu'ils ne seront pas dans l'attente. Comme je le dis depuis hier soir, attention, le Maroc a 3 finales à jouer. La première commence vendredi face au Cameroun. Vous restez avec nous, bien entendu, on revient à vous. Alors, en inscrivant un but dans chacune des 4 premières rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Brahim Diaz inscrit son nom en lettres d'or, il faut le dire, dans les annales du ballon rond marocain. En effet, la star du Real Madrid reste le seul joueur à réussir un tel exploit, juste devant la légende feu Ahmed Faras, qui avait mis 3 buts en autant de matchs lors de la CAN en 1976. Alors, Mohamed Mamoun, Brahim Diaz est-il devenu notre sauveur? Hier, Walid Regragui a privilégié peut-être le jeu individuel sur le collectif, c'est peut-être ça, je n'en sais rien. Cela a d'ailleurs donné ses fruits, puisque nous sommes en quart de finale, nous avons gagné. Alors, sauveur, c'est peut-être un gros mot. N'oubliez pas qu'une équipe, c'est 11 contre 11. Effectivement, il est très bon. Il est très bien au milieu de terrain. Il distribue, c'est vrai qu'il distribue beaucoup le jeu. Il a marqué 4 buts, vous l'avez dit. Mais il ne faut pas oublier que d'autres joueurs sont là. Al-Karabi, qui est un magnifique joueur de l'Olympiakos, il en a marqué 3. Dont, et de quelle manière? Et de quelle manière? Je pense que c'est pas une bonne chose que de ressortir un seul joueur. Il y a des très bons joueurs. Cette sélection marocaine est aussi bonne que celle de 1986 ou même celle de 1970. Je dis ça pour les plus anciens. Parce qu'il faut le rappeler que 1970, on a tendance à parler d'aujourd'hui. Oui, mais c'est le premier pays africain à se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc 70, 86, 2025, 2026, cette équipe, je pense qu'elle vaut largement celle de 86, qui avait aussi réalisé un exploit. Et il faut ressortir tous les joueurs. C'est vrai qu'il y a Diaz, il y a El Karabi, il y a Nasraoui, il y a bien sûr Achraf Hakimi, il y a Bonou. Tous ces joueurs, en tout cas, Regragui, il a la chance d'avoir des talents aussi précieux. Manifestation donc de joie à travers le royaume après le coup de sifflet final. Une liesse populaire s'est emparée des supporters des Lions de l'Atlas de Tanger Al Ghouira. Une joie marquée par des célébrations spontanées dans les principales villes du pays avec chants, danses et tambourins. Reportage Selma Hamouchi et Maria Oued.
Au coup de sifflet final, la célébration gagne les rues et prend la direction du boulevard Nakhil, devenu l'épicentre de la fête. Les drapeaux marocains flottent sur les épaules et aux fenêtres des voitures. Les klaxons résonnent jusqu'à tard dans la nuit. L'émotion est palpable, comme si le temps s'était arrêté pour laisser place à une fierté collective intense. Nous avons gagné ce match difficile et c'est ce qui compte. Maintenant, nous avons à cœur de célébrer cette victoire. Nous aurions souhaité bien entendu un meilleur score, mais peu importe au final puisque nous avons gagné. Le match était sensationnel. Nous sommes très fiers de notre pays, de notre drapeau et de nos joueurs. Voilà pourquoi nous sommes sortis dehors, car nous voulions fêter tous ensemble cette belle victoire. Partout au Maroc, une immense vague de bonheur traverse les supporters marocains, libérant des cris de joie et dessinant des sourires sur tous les visages. Toute la nuit, petits et grands ont dansé spontanément et chanté la victoire des Lions. Le match était superbe. Merci aux joueurs, je suis si content. Cette 8e de finale était époustouflante. Nous voulons toujours voir notre équipe conquérante et au meilleur niveau. La coupe est pour nous, il n'y a pas d'autre alternative possible. Tous unis dans un même élan, sans distinction d'origine ou de langue. Les supporters, marocains et étrangers, célèbrent ensemble ce moment historique, porté par l'énergie collective et l'amour du football. Nous répondons toujours présents pour soutenir nos lions. D'ailleurs, je suis venue du Canada pour être là ce soir, précisément. C'était un match difficile, très serré, mais le Maroc a su ouvrir le score et libérer les supporters. Pour ma part, je suis très heureux de fêter cette victoire avec tout le peuple marocain. Et c'est dans cette communion populaire que cette victoire est devenue celle de tous, transformant ainsi chaque ville du royaume en un immense espace de partage, de fraternité et de joie contagieuse. Du soulagement, Boubker, des sourires sur tous les visages et surtout un public encore et toujours au rendez-vous. Voyons maintenant comment se dessinent les tableaux des quarts de finale avec déjà 2 premières confrontations attendues donc pour cette fin de semaine. Effectivement, donc 2 rencontres importantes. Le Mali qui jouera le Sénégal à 17h au Grand Stade de Tanger vendredi. Et puis nous le disions, le Maroc qui affrontera le Cameroun. C'est à 20h et ça sera au complexe Prince Moulay Abdallah à Rabat. L'équipe du Cameroun qui a d'ailleurs tremblé avant d'évincer l'Afrique du Sud par 2-1, malgré un début très compliqué, les Lions indomptables ont pu laisser passer l'orage sud-africain pour frapper fort à 2 reprises. Donc nous le voyons sur ces images, le reste de la partie, non sans difficulté. Les Lions indomptables voient leurs efforts récompensés. Ils ouvrent le score sur un but de Chamadou à la 34e minute. Et ils doublent le score sur un coup de tête de Kofan à la 47e minute. À 2 minutes du sifflet final, 88e minute, Magopa relance l'Afrique du Sud en détournant d'ailleurs dans les filets un centre à ras de terre. Et belles affiches également à partir de vendredi, nous le disions, Maroc-Cameroun sera d'ailleurs l'une des plus belles affiches de ces quarts de finale. Alors, Mohamed Mamoun, 37 matchs pour 32 victoires et un nul. Ils nous ont fait tomber en demi-finale lors de la CAN, c'était en 98, les Camerounais. 98, mais 98 ou 88 90, moi j'ai la date de 88 à Casablanca. 88 à Casablanca. 1-0, le Camerounais avait gagné, mais c'était la grande équipe du Cameroun, la super entraînée par Claude Leroy. Aujourd'hui, le Maroc a largement dépasser le Cameroun. Il joue à domicile. Alors je ne dis pas que c'est gagné à l'avance. Attention, pour moi c'est du 50-50.
Ces deux équipes, c'est un match entre Lyon indomptable et Lyon de l'Atlas. Vous le disiez, c'est une finale avant la lettre. Ah, pour moi, c'est une finale avant la lettre. Ça aurait pu être un Cameroun-Maroc. Et ça n'aurait choqué personne parce que le Cameroun, c'est une très grosse équipe. On l'a vu contre l'Afrique du Sud. Mais Lyon de l'Atlas, je suis persuadé qu'ils vont jouer autrement que contre la Tanzanie. Parce que quand on joue contre une équipe supposée plus faible, eh bien, c'est un match piège. Hier, c'était un petit peu un match piège contre la Tanzanie. Mais contre le Cameroun, c'est pas un match piège. Donc, les joueurs marocains sont très expérimentés. Vous avez rappelé Diaz, El Kaabi, Achraf, Bonou. Ce sont tous des gens, des joueurs beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, donc ils savent très bien contre qui ils vont jouer et comment ils vont se préparer. Lundi, donc aujourd'hui, nous avons un match qui se joue à l'instant et je crois que c'est presque terminé. C'est l'Égypte qui était opposée au Bénin. C'était au stade Adrer d'Agadir et on me dit à l'instant qu'ils sont à égalité, un but partout. Et puis à 20h au stade de Fès, eh bien c'est le Nigeria qui jouera le Mozambique. Et puis autre belles affiches de ce quart de finale, eh bien nous avons l'Algérie qui jouera mardi, c'est-à-dire demain face à la République démocratique du Congo, une équipe assez coriace également. Ça sera au stade Moulay El Hassan à Rabat. Et puis la Côte d'Ivoire sera opposée au Burkina Faso. Ça sera 20h au stade de Marrakech. Alors Mohamed El Mamoun, peut-on dire que les grands favoris sont de la partie donc pour ces quarts? La logique a-t-elle été respectée? Pour l'instant, la logique est respectée. Le Maroc est toujours le grand favori devant le Sénégal. Le Cameroun est là. Mais vous me dites il y a un instant que l'Égypte est un but partout. À égalité. Après on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, la Côte d'Ivoire est là. Donc le Nigeria est encore là, donc on va voir ce que ça va donner, mais les favoris sont là, personne ne s'est trompé. On verra les quarts de finale. Ça va être une finale, on l'a dit, avant l'aller pour le Maroc, mais aussi pour les autres, hein, parce qu'il y aura aussi de grosses affiches pour les autres matchs. Donc l'Afrique montre un très grand visage de cette Coupe d'Afrique des Nations qui est suivie à travers le monde. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois la Coupe d'Afrique suivie en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, au Proche-Orient, ou bien sûr sur tout le continent africain. Et ici même, il faut dire qu'un record a été battu. Plus de 3800 journalistes présents pour la CAN. Oui, plus de 3000 journalistes. C'est même très difficile d'avoir parfois le ticket pour aller dans les tribunes de presse. Pour certains matchs, bien entendu, surtout lorsqu'il y a des favoris. Mais tant mieux pour le football africain, parce que je crois que c'est le football d'avenir. On sait que le continent africain, c'est un pays jeune. Et le football, je pense qu'il va se déplacer de l'Europe, de l'Amérique latine, vers l'Afrique. Et vous verrez, alors pas demain, mais dans 10 ans, je suis persuadé que le continent africain sera sans doute le meilleur continent en matière de football. Du football mondial. Centre du football mondial, avec, on l'a dit, des infrastructures comme celle du Maroc. Mohamed El Mamoun, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du service sport à France Télévisions. Merci. Merci à vous, Mohamed Mamoun. Une CAN qui promet donc des confrontations très serrées. Et vendredi, la marge d'erreur sera beaucoup plus réduite pour nos joueurs face au Cameroun. Mais on continue d'y croire. Merci à vous. Merci. Couleur du ciel à présent, des averses soutenues qui persistent et se généralisent. À Chefchaouen, les cumuls ont atteint ces dernières 24 heures les 35 mm, 31 relevés du côté de Tiznit, puis comptés autour de 28 mm à Noissor, 26 à Salé, Ifrane et Gelmim, 25 à Bnimlal. Tanger affiche des hauteurs de l'ordre de 24 mm. 1 mm de mort enregistré à Larache, puis 22 à Kenitra et Meknes, enfin 20 à Agadir. Une rareté pour cette ville d'habitude ensoleillée, affectée en ce moment par une forte dépression atlantique baptisée Francis.
Et l'hiver reprend bel et bien ses droits dans la majeure partie du royaume. Une instabilité partie pour durer encore au moins jusqu'à demain mardi, avec de nouvelles pluies fortes et parfois orageuses attendues dans les provinces d'Azilal, Khnifra, Bni Mellal et El Haouz, où les cumuls pluviométriques oscilleront entre 35 à 55 mm. Une perturbation qui débordera également vers les régions du Souss, le Rif, le centre, avec des averses légèrement moins abondantes, annoncées à hauteur de 35 mm. Le temps restera bien neigeux en montagne au-delà de 1200 mètres, dans les provinces d'Ifren, Boulmen, Khnifra, El Haouz, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Azilal et Bni Mellal. Puis notez que des chutes de neige s'inviteront également à une plus basse altitude de 900 mètres et au-delà. Sont concernées les provinces de Taza, Chichawa, Figi, Gdriouch, Jrada, Taourir, Tzfro, El Hoceima et Gersif. Le temps restera froid, localement très froid à Tinghir, El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Ifren, Midelt et Boulmen. Le mercure descendra sous la barre de moins 10 degrés dans ces provinces. Prudence enfin, le vent continue de souffler fort sur Boulmen, Midelt, Nadoj, Jada, Figi, Gdriouch, El Haouz, Tiznit, Tinghir, Taroudant, Sidi Ifni, Ouarzazate et Golmim. Quoique très attendu, cet épisode pluvieux inédit a occasionné son lot de désagréments. À Taroudant, les cumuls pluviométriques ont grimpé à 35 mm dans la nuit d'hier. C'est le cas dans la commune d'El Ain, sur la route nationale 10 reliant Taroudant à l'aéroport Al-Massira d'Agadir, où la circulation a été temporairement interrompue en raison du débordement de l'Ouad El Bied et de sa montée et de la montée des eaux. Les agents chargés du débouchage y poursuivent leurs interventions. C'est un reportage de Leila Asli, Mohamed Chikir et Iman Abou. Il est 20h15. La mobilisation est sans relâche pour faire face aux intempéries. Dans la commune d'El Ain, sur la route nationale numéro 10, reliant Taroudant à l'aéroport Al-Massira d'Agadir, la circulation a été temporairement interrompue en raison du débordement de Ouad El Bied et de la montée des eaux causée par les pluies diluviennes. J'arrive de Taroudant. Je savais qu'il y avait des coupures de certaines routes, mais pas celle-ci. Je dois aller à Agadir. J'ai pris la route de Taroudant. Je vais en direction de l'Aïn. Mais là, j'ai vu qu'il y a des barrières. La route est fermée, donc je rebrousse chemin. Sur le terrain, les autorités locales et les services compétents sont intervenus immédiatement pour drainer l'eau et rouvrir la route à la circulation. Les inondations sur certains tronçons sont dues aux fortes pluies qui se sont abattues ces dernières 24 heures, avec des cumuls dépassant 80 mm. La direction provinciale de l'équipement et de l'eau de Taroudant a mobilisé ses cadres techniques et des conducteurs d'engins pour intervenir au plus vite et protéger les usagers de la route et aussi pour atténuer les risques de crues soudaines. Nous avons installé une signalisation temporaire, sécurisé les zones inondées et nous continuons à gérer le trafic en attendant la décrue et le retour à la normale. 2h du matin, changement de décor. Le quartier Bokhri, Saoulet, Taïma, non loin de là, les fortes précipitations ont eu raison des infrastructures déjà fragiles. Les eaux ont submergé la chaussée. Les habitants se protègent comme ils le peuvent en plaçant des sacs de sable devant les maisons et les commerces. Il pleut des cordes ces derniers jours, surtout depuis vendredi. Les routes sont submergées par les eaux. Les infrastructures sont très fragiles et vétustes. Nous avons eu du mal à évacuer les eaux. Pour remédier à la situation, les unités de la protection civile sont intervenues, mobilisant les ressources humaines et logistiques. Elles ont procédé au pompage des eaux accumulées et à la sécurisation des abords de la route, en coordination avec les autorités locales et la gendarmerie royale. La vigilance se poursuit. Les pluies persistent encore ce soir, jusqu'à 3h du matin, selon un nouveau bulletin de la Direction générale de la météorologie. Retenez à présent ce chiffre, 19,8 millions, c'est le nombre d'arrivées touristiques enregistrées par le Maroc en 2025, soit une progression de 14% par rapport à 2024.
Dans un communiqué, le ministère de tutelle explique que pour la première fois, le royaume se rapproche du seuil de 20 millions de touristes, confirmant une trajectoire solide et marquant un nouveau cap dans l'évolution du secteur. Cette performance historique traduit les résultats concrets de la feuille de route du tourisme 2023-2026, portant sur le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d'hébergement, la diversification de l'offre, l'amélioration de la qualité des services ainsi que la stimulation de l'investissement territorial. Cette année record marque donc un jalon stratégique ouvrant un nouveau chapitre en parfaite cohérence avec la vision du royaume d'accueillir 26 millions de touristes et de positionner le Maroc comme destination de référence à l'horizon 2030. Prenons à présent la direction du Moyen Atlas, à Ifrane, où cette année les paysages neigeux sont saisissants. Un climat glacial qui n'a rien pu contre la passion et la ferveur des habitants de la ville. Ils étaient nombreux à braver la neige hier soir pour suivre le match Maroc-Tanzanie. Une ambiance de totale communion. Je vous laisse apprécier ces images capturées par Ahmed Fadeli. Et voilà, c'est sur ces belles images que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.